Le 14 mars 1889, dans le village d'Ashworth, dans le Lancashire, en Angleterre, une jeune fille de 12 ans nommée Eleanor Hartwell fut retrouvée morte au pied des marches de l'église Sainte-Marie, son corps positionné dans une chute qui défiait toute explication naturelle. Ce qui éleva cette tragédie au-delà de la mortalité infantile ordinaire de l'époque victorienne fut la découverte faite 3 jours plus tôt. Un dessin, caché sous le matelas d'Eleanor, dépeignant sa propre mort avec une précision impossible. Chaque détail correspondait exactement, de la position de ses membres aux conditions météorologiques, de la robe qu'elle porterait aux ombres projetées sur la pierre ancienne. Les preuves, conservées dans les registres paroissiaux et les dossiers du coroner, attestent de quelque chose qui ne devrait pas exister. Mais avant de plonger dans ce cauchemar, laissez un commentaire en bas et dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous êtes nouveau ici et que vous aimez les histoires qui donnent des frissons, appuyez sur le bouton d'abonnement. Croyez-moi, vous voudrez être notifié quand le prochain sortira. Maintenant, commençons. Eleanor Hartwell était née dans des circonstances d'une banalité absolue. Son père, William Hartwell, travaillait sur les métiers à tisser de l'usine d'Ashworth, ses mains tachées en permanence par la poussière de coton et l'huile de machine, tandis que sa mère, Catherine, faisait des travaux de couture pour les familles plus aisées, dont les demeures surplombaient la vallée de l'Irwell. La famille occupait un modeste cottage en pierre sur Mill Lane, ses 2 pièces chauffées par une seule cheminée, ses fenêtres donnant sur le rythme constant des usines textiles qui dominaient l'économie du village. Eleanor fréquentait l'école paroissiale Sainte-Marie avec 47 autres enfants de la classe ouvrière pauvre, où elle ne manifesta aucune distinction académique particulière, aucun talent remarquable, aucun comportement qui aurait pu attirer l'attention de ses instructeurs ou de ses camarades. Selon tous les témoignages documentés, elle était sans histoire. Son institutrice, mademoiselle Margaret Pritchard, témoignera plus tard devant l'enquête du coroner qu'Eleanor avait été une enfant d'une capacité moyenne dans toutes les matières, n'excellant ni n'échouant, remarquable seulement pour son calme et sa tendance au jeu solitaire pendant les récréations. Il n'y avait aucun antécédent de maladie mentale dans la famille, aucune revendication d'expérience surnaturelle, aucune implication dans des sociétés spirites ou auprès de 10 heures de bonne aventure qui étaient devenues à la mode dans certains cercles de l'Angleterre victorienne. Les Hartwell étaient méthodistes, assistaient au service du dimanche avec une régularité consciencieuse et tenaient un foyer que les registres paroissiaux décrivaient comme respectable et sans histoire. Mais en janvier 1889, quelque chose changea. Eleanor, qui n'avait jamais manifesté de penchant artistique au-delà des esquisses grossières que l'on attend des enfants de son âge, se mit soudain à produire des dessins d'une maîtrise technique surprenante. Mademoiselle Pritchard nota dans son registre scolaire que la main d'Eleanor était devenue anormalement assurée, et sa compréhension de la perspective et des ombres au-delà de tout ce que j'ai rencontré en 30 ans d'enseignement. Les dessins apparaissaient sans instruction, sans pratique, sans l'amélioration progressive qui marque le développement d'une compétence. Ils émergeaient simplement, entièrement formés, comme si la main d'Eleanor avait été possédée par une maîtrise extérieure. Le matin du 11 mars 1889, Catherine Hartwell entra dans la chambre de sa fille pour changer la literie et découvrit, plié soigneusement sous le matelas en crin de cheval, un dessin qui allait altérer sa compréhension de la réalité elle-même. L'image, exécutée au crayon graphite sur une feuille de papier bon marché récupérée de ses chutes de couture, dépeignait avec une précision photographique une jeune fille allongée au pied de marches en pierre, son corps disposé dans une position qui suggérait une chute d'une hauteur considérable. La jeune fille portait une robe d'un modèle spécifique,
un patron que Catherine reconnut immédiatement, car elle était, à ce moment précis, en train de coudre ce vêtement exact à partir d'un tissu acheté quelques jours plus tôt. Le dessin montrait la robe achevée, chaque bouton boutonné, chaque pli du tissu rendu avec une précision méticuleuse. Mais ce qui coupa le souffle de Catherine ne fut pas seulement la robe. Le décor était incontestable. Les marches en pierre usées menant du cimetière de l'église Sainte-Marie au sentier inférieur du cimetière, des marches qu'il était interdit à Éléanore d'emprunter seule en raison de leur pente dangereuse et de leurs bords effrités. Le visage de la jeune fille, bien que partiellement détourné, portait les traits d'Éléanore. Son bras gauche était étendu selon un angle contre nature. Ses cheveux s'étaient défaits de leurs rubans. Les pierres autour d'elle montraient des traces de pluie récente, assombries par l'humidité, et à l'arrière-plan, rendu avec une habileté impossible, le positionnement des ombres suggérait la fin de l'après-midi, peut-être 3 heures. Lorsque Catherine confronta sa fille, Éléanore ne montra aucune honte, aucune peur. Seulement un calme troublant que la mère décrirait comme « déjà partie de ce monde ». La seule déclaration d'Éléanore, consignée dans le témoignage de Catherine, fut celle-ci. « C'est fini maintenant, mère. Je l'ai dessiné exactement comme ce sera. » Terrifiée, Catherine apporta directement le dessin au révérend Thomas Blackwood, dont le journal personnel, aujourd'hui archivé à la Société historique du Lancashire, relate sa réaction immédiate. « J'ai regardé le papier et j'ai senti la présence de quelque chose au-delà de notre entendement mortel. L'enfant a vu à travers le voile du temps lui-même, et ce dont elle a été témoin est sa propre fin. » Le révérend Thomas Blackwood passa la soirée du 11 mars à examiner le dessin d'Éléanore à la lueur de la lampe dans son bureau, et à chaque heure qui passait, ses tentatives d'explication rationnelle s'effritaient sous le poids d'une spécificité impossible. Le lieu représenté était sans conteste l'escalier nord-est descendant du cimetière supérieur de Sainte-Marie, un passage dangereux de 17 marches en pierre que le conseil paroissial avait maintes fois discuté de réparer sans jamais financer adéquatement. Les registres de l'Église confirmaient qu'Éléanore n'avait jamais été autorisée à utiliser ces marches sans surveillance. Ses classes de catéchisme utilisaient exclusivement l'entrée sud, et le témoignage de Catherine Hartwell établissait qu'il avait été explicitement interdit à sa fille d'approcher les escaliers du cimetière en raison de leur état dangereux. Pourtant, le dessin ne montrait pas seulement l'apparence générale des marches, mais des détails architecturaux visibles uniquement depuis des points de vue spécifiques. La fissure particulière courant en diagonale sur la 7e marche, le balustre manquant sur le côté gauche de la rampe en fer, l'if dont les branches surplombaient le palier supérieur selon un angle distinctif. La robe présentait peut-être l'impossibilité la plus troublante. Le révérend Blackwood accompagna Catherine jusqu'à son cottage ce soir-là pour examiner le vêtement encore en cours de confection. Le tissu reposait partiellement assemblé sur sa table de travail, le corsage terminé, mais la jupe encore épinglée par sections, le col non encore attaché, plusieurs boutons manquant sur leur carton. Le dessin d'Éléanore montrait cette robe exacte dans son état fini, et lorsque Catherine tint le dessin à côté de ses pièces de patron, chaque détail correspondait. L'emplacement spécifique des coutures décoratives qu'elle avait prévues, mais pas encore exécutées, le style particulier de manche qu'elle avait adapté d'une gravure de mode, et même le nombre et la position des boutons qu'elle avait l'intention d'utiliser. Les conditions météorologiques rendues dans le dessin démontraient une connaissance dépassant toute capacité de prédiction d'un enfant. Les pierres paraissaient assombries par l'humidité, non pas d'une forte pluie, mais d'une légère averse qui laisse les surfaces humides sans former de flaques. Les formations nuageuses esquissées à l'arrière-plan,
que Blackwood avait d'abord considéré comme une liberté artistique, montrait le schéma spécifique d'un temps s'éclaircissant, avec des nuages plus sombres se retirant vers l'horizon oriental. La position du corps suggérait une chute depuis la hauteur exacte du palier supérieur, les angles des membres indiquant des points d'impact cohérents avec une dégringolade le long de 17 marches de cette inclinaison et hauteur particulière. Les ombres, que Blackwood mesura par rapport à sa connaissance de l'orientation de l'église et de la position saisonnière du soleil, indiquaient une heure entre 2h30 et 3h de l'après-midi. L'expression sur le visage dessiné, partiellement visible malgré la position tournée, ne montrait ni peur ni surprise, mais plutôt une qualité que Blackwood décrivit dans son journal comme une résignation paisible, comme si l'enfant avait marché sciemment à la rencontre de ce destin. Ce n'étaient pas les embellissements aléatoires de l'imagination enfantine ou les vagues prédictions des tours de salon de 10 heures de bonne aventure. C'étaient des spécifications, précises et délibérées, documentant un événement qui ne s'était pas encore produit avec la précision d'une carte d'arpenteur ou du schéma d'un illustrateur médical. Les 3 jours entre le 11 et le 14 mars 1889 furent documentés par de multiples témoins comme une période de terreur croissante et d'une étrangeté impossible. Catherine Hartwell confina sa fille au cottage, refusant de lui permettre de sortir même pour l'école, une décision que mademoiselle Pritchard nota dans le registre de présence avec la notation « urgence familiale, circonstances inhabituelles ». William Hartwell, convoqué de l'usine par le message affolé de sa femme, quitta son poste pour la première fois en 7 ans, un sacrifice qui coûta à la famille un salaire dont elle pouvait à peine se passer. Les parents établirent une rotation de surveillance constante, l'un d'eux étant toujours présent dans la chambre d'Eleanor, la surveillant avec la vigilance désespérée de ceux qui tentent d'empêcher une prophétie à laquelle ils croient à moitié et qu'ils craignent entièrement. Mais Eleanor elle-même ne montrait aucune peur, aucune résistance à son confinement, seulement un détachement croissant du monde physique qui l'entourait. Elle mangeait machinalement quand on lui présentait de la nourriture, répondait aux questions par de brèves phrases distantes et passait des heures assise, immobile, à la fenêtre, le regard fixé sur quelque chose au-delà de la vue des cours de l'usine et des cottages des ouvriers. Le 12 mars, elle dit à sa mère « C'est déjà arrivé, vous savez. Je l'ai vu faire. Le temps n'est déroutant que pour ceux qui n'ont pas regardé en avant. » Catherine, dans son témoignage devant l'enquête du coroner, décrirait la voix de sa fille durant ces derniers jours comme n'appartenant plus à une enfant, mais portant le ton de quelqu'un d'ancien, quelqu'un qui avait été témoin de trop de choses. Le révérend Blackwood lui rendit visite quotidiennement, passant à chaque fois des heures à tenter d'atteindre Eleanor par la prière, la conversation, des appels à sa raison et à sa foi. Ses entrées de journal de ces jours-là retracent sa transformation de rationaliste sceptique en croyant terrifié. 11 mars, peut-être une simple coïncidence. 12 mars, l'enfant parle du temps comme si elle se tenait en dehors de son cours normal. 13 mars, je suis en présence de quelque chose qui dépasse l'explication théologique, quelque chose qui suggère que notre compréhension de la création de Dieu est désespérément incomplète. Catherine, dans un acte de prévention désespéré, retira la robe inachevée du cottage, l'emportant chez sa sœur à 3 rues de là, comme si éliminer l'objet physique pouvait d'une manière ou d'une autre empêcher l'accomplissement de la prophétie. Elle surveillait Eleanor continuellement, notant chaque mouvement, chaque regard, chaque mot. Le village, par le mécanisme inévitable des conversations chuchotées et des regards entendus, commença à apprendre que quelque chose d'extraordinaire et de terrible se déroulait dans le cottage des Hartwell. L'après-midi du 13 mars, Eleanor rompit son silence avec une demande qui glaça le cœur de sa mère. « J'aimerais porter la robe demain, mère.
celle que vous avez confectionnée. Elle devrait être prête maintenant. » Les protestations de Catherine, disant que la robe était inachevée, qu'elle n'était même plus dans la maison, se heurtèrent à la réponse calme d'Éléanore. « Elle sera finie. Tout est déjà fini. J'ai vu comment tout s'achève. » Cette nuit-là, William et Catherine prirent la décision de maintenir une vigilance absolue, renonçant tous deux au sommeil pour s'assurer que leur fille ne pourrait pas quitter le cottage, ne pourrait pas s'approcher des marches de l'église, ne pourrait pas accomplir la terrible prédiction du dessein. Ils l'empêcheraient par la seule force de leur volonté parentale et de leur désespoir vigilant. Le 14 mars 1889, à environ 2h47 de l'après-midi, l'impossible devint un fait documenté. Malgré la vigilance sans sommeil de William et Catherine Hartwell, malgré leur détermination à empêcher ce que le dessein avait prédit, Éléanore disparut du cottage durant un moment qui hanterait sa mère pour le restant de sa vie. À 2h43 de l'après-midi, on frappa à la porte. Catherine, qui n'avait pas quitté le chevet d'Éléanore plus de quelques minutes à la fois pendant 3 jours, prit une décision qui la détruirait. Elle se rendit dans la pièce de devant pour répondre à la porte, un trajet d'environ 12 pieds, une durée de peut-être 30 secondes. La visiteuse était Madame Pemberton, de 2 portes plus loin, qui apportait du pain qu'elle avait fait ce matin-là, un acte de bonté de voisinage motivé par la connaissance chuchotée de la détresse de la famille. Catherine accepta le pain, échangea de brèves politesses ne durant pas plus d'1 minute, et retourna trouver la chambre d'Éléanore vide, la fenêtre ouverte sur l'après-midi de mars, l'espace où sa fille s'était assise ne contenant plus que l'empreinte de son poids dans le tissu usé de la chaise. Un enfant du voisinage, Thomas Grimshaw, âgé de 7 ans, témoignera plus tard qu'il avait vu Éléanore remonter Mill Lane en direction de l'église, son allure régulière et déterminée, son expression sereine, portant une robe de calicot bleu avec un col de couleur crème qu'il n'avait jamais vu auparavant. La recherche de Catherine fut frénétique et immédiate, ses cris faisant accourir William de la cour du cottage, amenant les voisins sur le pas de leur porte, son instinct maternel l'attirant directement vers l'église Sainte-Marie, malgré la nature illogique de sa peur. Elle atteignit l'escalier nord-est à 2h49, moins de 6 minutes après avoir découvert l'absence d'Éléanore, et y trouva ce que le dessein avait promis. Éléanore gisait au pied des 17 marches en pierre, dans une position d'une correspondance si exacte avec le dessein que les témoins peineraient plus tard à articuler l'horreur de cette précision. Son bras gauche était étendu selon l'angle rendu au graphite 3 jours auparavant. Sa tête tournée pour montrer le même profil partiel, ses jambes disposées dans la géométrie spécifique d'un corps qui avait dégringolé du palier supérieur. Elle portait la robe achevée, chaque bouton boutonné, chaque couture terminée, le vêtement qui avait été inachevé et caché à 3 rues de là, habillant maintenant d'une manière ou d'une autre le corps de sa fille. Les pierres autour d'elle montraient l'humidité d'une brève averse qui avait traversé Ashworth entre 2h30 et 2h45, bien que la matinée ait été sèche. Les formations nuageuses visibles dans le ciel de mars correspondaient à celles rendues dans le dessin, des masses plus sombres se retirant vers l'horizon oriental, créant le schéma spécifique d'un temps s'éclaircissant. Les ombres tombant sur le mur de l'église et l'if correspondaient exactement à la représentation de la lumière de fin d'après-midi du dessin. Le docteur Samuel Wickham, arrivé dans les 20 minutes suivant la découverte de Catherine, documenta dans ses notes d'examen initial, datées du 14 mars 1889, que la position du corps suggérait non pas l'agencement chaotique d'une chute accidentelle, mais plutôt un placement d'une précision quasi théâtrale, comme si la défunte avait été arrangée post-mortem par des mains cherchant à correspondre à un motif prédéterminé. Personne n'avait été témoin de la chute elle-même.
Personne n'avait vu Eleanor monter les marches, perdre pied ou dévaler la pierre usée. Elle était simplement apparue au pied de l'escalier, positionnée exactement comme elle s'était dessinée 3 jours avant que la mort ne réclame ce dont elle avait déjà été témoin. L'enquête du coroner sur la mort d'Eleanor Hartwell se réunit le 16 mars 1889 dans la salle de réunion de l'hôtel de ville d'Ashworth, présidée par le coroner du comté, James Rutherford, un homme dont les 23 années d'expérience dans les enquêtes sur les décès à travers le Lancashire l'avaient préparé à toutes sortes de tragédies, sauf à celles qui étaient maintenant documentées dans le dossier devant lui. Le docteur Samuel Wickham témoigna le premier, présentant les résultats de son examen post-mortem, qui détaillait des blessures compatibles avec une chute dans des escaliers en pierre, contusions au crâne, fracture du radius gauche, traumatisme grave à la région thoracique. Mais son témoignage incluait des observations qui troublaient profondément le médecin. Les blessures, bien que correspondant au mécanisme d'une chute, montraient une répartition qui suggérait que le corps avait heurté les marches à des intervalles mathématiquement précis, comme si chaque culbute avait été chorégraphié plutôt que chaotique. Plus troublante encore, l'heure du décès, établie par la température du corps et la progression de la rigor mortis, pouvait être fixée avec une certitude inhabituelle entre 2h45 et 2h50 de l'après-midi le 14 mars. Pourtant, plusieurs témoins témoigneraient avoir vu Eleanor à divers endroits, rendant la chronologie de son trajet du cottage aux marches de l'église incroyablement compressée. Le dessin lui-même fut présenté comme pièce à conviction A, monté sur un panneau pour l'examen du jury. Le coroner Rutherford ordonna qu'un photographe soit convoqué pour documenter la scène du décès, et ces photographies, placées à côté du dessin d'Eleanor, créèrent une comparaison visuelle qui réduisit la salle d'audience au silence. Chaque élément correspondait: la position du corps, les ombres, les pierres mouillées, la robe, la fissure dans la 7e marche visible à l'arrière-plan. Catherine Hartwell témoigna en larmes de la découverte du dessin le 11 mars, 3 jours avant la mort de sa fille, son récit étant corroboré par les entrées du journal du Révérend Blackwood et par son propre témoignage. Henry Pemberton, un portraitiste respecté de Manchester, mandaté par le tribunal pour analyser l'exécution technique du dessin, déclara devant le jury que l'œuvre démontrait une maîtrise de la perspective, une précision anatomique et une technique d'ombrage que je n'ai rencontrée que chez des artistes ayant des décennies de formation formelle, certainement rien qui ne soit à la portée d'une enfant de 12 ans issue de la classe ouvrière et sans accès à un enseignement artistique. La robe présentait peut-être l'impossibilité la plus troublante sur le plan juridique. Catherine témoigna que le vêtement qu'Eleanor portait au moment de sa mort était inachevé le 13 mars, qu'il avait été entièrement retiré de la maison et emmené chez sa sœur. Pourtant le corps d'Eleanor fut découvert portant cette même robe dans son état achevé, chaque couture terminée, chaque bouton attaché, un travail qui aurait nécessité des heures de labeur qualifiées. La sœur de Catherine, Mary Brennan, témoigna que la robe était restée en sa possession, intacte, jusqu'à ce que Catherine la récupère après la mort d'Eleanor, la découvrant toujours inachevée. La conclusion logique, qu'il existait 2 robes identiques, fut éliminée par le témoignage de Catherine selon lequel le tissu était une chute de tissu, insuffisante pour 2 vêtements, achetés d'un lot spécifique chez Ashworth Dry Goods, ce que le propriétaire confirma. Le témoignage du révérend Blackwood se révéla le plus controversé. Sa suggestion qu'Eleanor avait fait l'expérience d'une véritable préconnaissance surnaturelle, suscitant les objections du président du jury, qui exigea que l'enquête reste concentrée sur des questions de faits physiques plutôt que de spéculations théologiques. Pourtant, même les membres sceptiques du jury
ne purent expliquer la chronologie documentée, la précision impossible du dessin, l'achèvement de la robe, la précision de chaque détail prédit. Le Manchester Guardian envoya un journaliste dont les dépêches portèrent l'affaire à une plus large attention, ces articles présentant la mort soit comme un canular élaboré, soit comme une preuve authentique de capacité précognitive, selon l'expert qu'il citait. Le jury délibéra pendant 4 heures, leur lutte pour concilier les preuves physiques avec une explication rationnelle étant évidente dans leur verdict final, rendu le 18 mars. Mort par accident, circonstance inexplicable, aucune preuve d'acte criminel, une enquête supplémentaire sur les éléments inexpliqués est recommandée, mais peu susceptible de donner des résultats concluants. Le 20 mars 1889, 4 jours après que l'enquête eut rendu son verdict insatisfaisant, Mademoiselle Margaret Pritchard retourna à l'école paroissiale Sainte-Marie pour reprendre les cours et fit une découverte qui transformerait l'affaire Eleanor Hartwell d'un mystère tragique en quelque chose de bien plus troublant. En nettoyant le pupitre d'Eleanor pour le préparer à être réattribué, elle trouva, glissé sous la surface d'écriture en bois, dans un espace où le joint s'était desserré, une collection de 7 dessins supplémentaires, chacun exécuté de la même main incroyablement habile, chacun dépeignant des scènes que mademoiselle Pritchard reconnut avec une horreur croissante. Le premier dessin montrait la grange à foin de la ferme Grimshaw en proie aux flammes. La fumée s'élevant en volute qui correspondait précisément à l'incendie qui s'était produit le 14 février 1889. Le dessin était daté du 12 février. Le second représentait une femme en train d'accoucher, l'intérieur spécifique d'une chambre à coucher identifiable comme appartenant à Madame Margaret Blackwood, la belle-sœur du vicaire, qui avait donné naissance à un fils le 23 janvier. Le dessin d'Eleanor était daté du 18 janvier, 5 jours avant la naissance et 3 jours avant que la grossesse n'ait été annoncée publiquement. Le troisième montrait un homme âgé, effondré dans un fauteuil, son visage portant les traits distinctifs de Thomas Ashworth, âgé de 73 ans, qui était mort à son domicile le 3 mars de ce que le docteur Wickham avait certifié comme étant une insuffisance cardiaque. Eleanor avait dessiné sa mort le 24 février, une semaine auparavant. 4 autres dessins documentaient des événements survenus entre janvier et mars. Un cheval se cassant la patte sur Mill Lane, un enfant tombant à travers la glace d'un étang, une partie du toit de l'église s'effondrant lors d'une tempête de vent, une femme découvrant son mari en plein adultère. Chaque dessin était daté de jours ou de semaines, avant l'événement qu'il dépeignait, et chacun montrait la même précision méticuleuse qui avait caractérisé l'autoportrait final d'Eleanor. Mademoiselle Pritchard apporta immédiatement ses dessins au révérend Blackwood, qui les compara à ses propres registres des événements paroissiaux et constata que chaque détail correspondait à la réalité documentée. Les implications saisirent William et Catherine Hartwell d'une horreur rétrospective. Leur fille avait documenté l'avenir pendant des mois, peut-être plus longtemps, et ils n'avaient jamais rien remarqué, jamais remis en question l'émergence soudaine de son talent artistique, jamais examiné ce qu'elle dessinait avec une précision si contre nature. Les entretiens menés par le révérend Blackwood avec la poignée d'enfants qui avaient occasionnellement joué avec Eleanor révélèrent des déclarations qui prirent une signification nouvelle et terrible. Sarah Pennington, âgée de 11 ans, se souvint qu'Eleanor avait dit fin février « Je dois dessiner ce que je vois pour que cela puisse arriver. Si je ne le dessine pas correctement, je ne sais pas ce qui se passe à la place. » Un autre enfant, Michael Brennan, se rappela qu'Eleanor avait expliqué que « les images viennent en premier, et ensuite le monde rattrape son retard pour leur correspondre, comme décalquer quelque chose de déjà terminé. »
Ces déclarations soulevèrent la question qui hanterait chaque enquête et analyse ultérieure de l'affaire. Eleanor Hartwell prédisait-elle les événements futurs par une capacité précognitive inexpliquée, ou provoquait-elle d'une manière ou d'une autre ces événements par l'acte de les représenter, ces dessins n'étant pas des prophéties, mais plutôt des plans que la réalité se sentait obligée de suivre. La distinction portait des implications profondes, transformant Eleanor de victime tragique d'une prescience surnaturelle en quelque chose de bien plus troublant, une enfant dont la documentation artistique de sa propre mort pourrait constituer non pas une prédiction, mais plutôt un destin auto-orchestré, amené à l'existence par sa propre main incroyablement habile. L'affaire Eleanor Hartwell divisa Ashworth et la communauté plus large du Lancashire en camps de croyance et d'incrédulité, de peur et de fascination, chaque faction luttant pour imposer un cadre interprétatif à des événements qui résistaient à la catégorisation rationnelle. Le révérend Thomas Blackwood, dont la transformation personnelle de sceptique à croyant avait été documentée dans ses propres journaux, avança la théorie qu'Eleanor avait reçu des visions prophétiques par la providence divine. Un don similaire à ceux décrits dans les récits bibliques de voyants et de prophètes, bien qu'il peinât à expliquer pourquoi un tel don culminerait par la mort de l'enfant elle-même. D'autres ecclésiastiques, y compris le révérend Samuel Morton de la paroisse voisine de Heywood, suggérèrent des possibilités plus sombres, qu'Eleanor avait été possédée par des forces démoniaques, que ses dessins représentaient non pas la prescience, mais plutôt l'influence de Satan œuvrant à travers la main innocente d'une enfant pour se moquer de la création de Dieu et de l'ordre naturel du temps. Le docteur Samuel Wickham, abordant l'affaire d'un point de vue médical plutôt que théologique, proposa dans un article soumis à The Lancet qu'Eleanor aurait pu souffrir d'une forme rare d'hystérie combinée à une extraordinaire capacité de savante artistique, que ses dessins ne représentaient pas une véritable précognition, mais plutôt une exactitude coïncidente combinée à une illusion partagée parmi des témoins prédisposés à croire à une explication surnaturelle. La position rationaliste, articulée avec le plus de force dans les éditoriaux publiés par le Manchester Guardian, insistait sur le fait que l'affaire devait représenter soit un canular élaboré perpétré par la famille pour des raisons d'attention ou de gains financiers, soit une série de coïncidences remarquables mal interprétées par des villageois crédules, malgré les preuves matérielles croissantes qui rendaient ces deux explications de plus en plus intenables. En avril 1889, la Société pour la recherche psychique, fondée seulement 7 ans plus tôt à Londres pour enquêter sur les allégations paranormales par une méthodologie scientifique rigoureuse, dépêcha les enquêteurs Edmund Gurney et Frederick Myers à Ashworth pour mener un examen complet de l'affaire Eleanor Hartwell. Leur enquête, qui dura 3 semaines, comprit l'analyse de tous les dessins à l'aide de grossissements et de tests chimiques pour confirmer la datation du papier et de l'encre, des entretiens avec chaque témoin ayant connu Eleanor ou témoigné à l'enquête, l'examen des registres paroissiaux et de la documentation du coroner, et des tentatives pour identifier toute possibilité de fraude ou de fausse représentation. Leur rapport publié, paru en juin 1889 dans les actes de la Société, concluait que « nous ne trouvons aucune preuve de tromperie délibérée, aucune indication de manipulation ou de collaboration entre les témoins, et aucune explication dans le cadre des principes psychologiques ou physiques actuellement compris pour l'exactitude documentée des dessins du sujet ou la correspondance précise entre les images rendues et les événements ultérieurs. » L'affaire déclencha un débat acharné au sein du domaine naissant de la parapsychologie concernant la distinction entre la précognition, la capacité de percevoir les événements futurs, et la psychokinésie, la capacité d'influencer la réalité physique par la force mentale, la question troublante de savoir si Eleanor avait prévu sa mort ou l'avait en quelque sorte provoquée par l'acte de dessiner restant sans réponse.
Le corps médical rejeta largement l'affaire comme une hystérie de masse ou une incompétence d'enquête, tandis que les mouvements spiritualistes adoptèrent Éléanore comme preuve de capacité au-delà de la science matérialiste, sa tragédie devenant un point de référence dans les conférences et les publications plaidant pour l'existence de phénomènes surnaturels. L'affaire apparut dans la littérature parapsychologique précoce comme un cas documenté de capacité précognitive apparente chez un enfant, cité dans des débats qui se poursuivraient pendant des décennies concernant la nature du temps, de la conscience et de la causalité. William et Catherine Hartwell, anéantis par le chagrin et dépassés par l'attention que la mort de leur fille avait attirée, vendirent leur cottage en juin 1889 et quittèrent Ashworth pour un lieu non divulgué, refusant toutes les demandes d'interview ultérieures. Leur vie future et leurs destins ultimes se perdant dans les archives historiques alors qu'ils cherchaient l'anonymat loin du village où leur fille avait dessiné sa propre fin impossible. L'héritage d'Eleanor Hartwell perdure non pas comme un mystère résolu, mais comme un défi persistant à notre compréhension du temps, de la conscience et des limites de l'expérience humaine possible. La documentation complète de son cas, y compris les dessins originaux, les photographies du coroner, les témoignages et les journaux du révérend Blackwood, reste conservée dans les archives de la Société historique du Lancashire, à Preston, à la disposition des chercheurs qui continuent de chercher une explication aux événements survenus il y a 136 ans. En 2008, une analyse médico-légale menée par le département des sciences des matériaux de l'Université de Manchester a soumis le dessin final d'Éléanore à une datation du papier, une analyse de la composition de l'encre et un examen des fibres, confirmant sans aucun doute que les matériaux provenaient des années 1880, éliminant toute possibilité de fabrication moderne ou de révisionnisme historique. Lorsque les chercheurs ont créé des superpositions numériques comparant les photographies conservées par le coroner de la scène de la mort d'Éléanore à son dessin, la correspondance s'est avérée si exacte qu'elle pouvait être mesurée en millimètres, une précision qui défie la coïncidence ou la supposition heureuse. Les chercheurs contemporains en parapsychologie continuent de citer l'affaire Eleanor Hartwell dans les discussions académiques sur la précognition, sa chronologie documentée de la prédiction à l'accomplissement, représentant l'un des cas les plus rigoureusement vérifiés dans la littérature sur la cognition anormale. L'affaire soulève des implications théoriques qui s'étendent au-delà de l'enquête paranormale pour aborder des questions fondamentales sur la nature du temps lui-même. Si l'avenir existe sous une forme que certains individus pourraient percevoir, si la conscience opère en dehors des contraintes temporelles linéaires, si la causalité ne s'écoule que dans une seule direction, ou permet des boucles et des paradoxes. La question philosophique qui hante chaque analyse reste sans réponse. Si Éléanore a dessiné sa mort avec une telle précision, puis a marché volontairement à sa rencontre, a-t-elle exercé un choix ou simplement accompli une inévitabilité dont elle avait déjà été témoin? Les marches en pierre où Eleanor Hartwell est morte se trouvent toujours à l'église Sainte-Marie à Ashworth, bien que le bâtiment lui-même serve maintenant de centre communautaire plutôt que de lieu de culte. La congrégation s'étant dissoute en 1967. Une petite plaque de laiton, installée pour le centenaire de la mort d'Éléanore en 1989, marque l'endroit avec une simple inscription. Eleanor Hartwell. 9. Qui a vu au-delà? Les visiteurs du site rapportent des sensations de malaise, une lourdeur dans l'air autour des marches, et certains affirment avoir aperçu, en vision périphérique vers 3 heures de l'après-midi, les jours de mars, la silhouette d'une jeune fille en robe victorienne, debout sur le palier supérieur, regardant vers le bas des escaliers où son corps serait retrouvé.
Le mystère central persiste depuis plus d'un siècle. Eleanor Hartwell savait exactement comment, et quand elle mourait, a documenté cette connaissance avec une précision impossible 3 jours avant l'événement, puis a marché délibérément pour accomplir ce qu'elle avait déjà représenté. Les preuves demeurent conservées et vérifiées, en attente d'une explication que la science conventionnelle et la philosophie rationnelle n'ont pas encore fournie. Un point d'interrogation suspendu au-dessus de 136 ans de progrès et de compréhension humaine, nous demandant si nous comprenons vraiment la nature du temps, du destin, et le don terrible de voir ce qui n'est pas encore advenu.